Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'Antigone de Jean Anouilh et plus précisément, on va s'intéresser au moment exact où tout bascule. Vous savez, ce moment où un tout petit geste de défi, presque anodin, met en marche une machine infernale, une tragédie que plus rien ni personne ne pourra arrêter. Dès les premières minutes, la pièce nous met dans le bain. Le prologue, il nous présente les personnages et en gros, il nous dit voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. L'histoire est déjà écrite, leurs rôles sont déjà distribués, ce qui va se passer est tout simplement inévitable. Et c'est ce sentiment de fatalité qui va peser sur toute la pièce. Le cœur du conflit, il est posé là dès le départ. D'un côté, on a la loi de l'État, rigide, incarnée par le roi Créon, et de l'autre, la conscience d'un seul individu, la volonté d'une jeune fille, Antigone. C'est une force inflexible contre une volonté qui est elle aussi absolument inébranlable. Et voilà la fameuse loi. Créon étant ne peut plus clair, son neveu Polynice, le traître, eh bien il pourrira au soleil sans sépulture. Et pour être bien sûr que tout le monde a compris, il ajoute la sanction « quiconque osera l'enterrer sera puni de mort ». Il n'y a aucune place pour l'interprétation. La ligne rouge est tracée. Ce dialogue entre Antigone et sa sœur Ismène, il est juste fascinant. Ismène, c'est la voix de la raison, du pragmatisme. Elle a peur, et c'est logique. Elle voit le pouvoir du roi, la certitude de la mort. Mais Antigone, pour elle, ses arguments ne pèsent rien. Quand Ismène lui dit « il nous ferait mourir », elle répond presque tranquillement « bien sûr, à chacun son rôle ». Elle ne nie pas la peur, elle la transcende. C'est une détermination viscérale, presque animale, celle-là même qui va la pousser à gratter la terre avec ses ongles, comme une petite bête sauvage. Et là, c'est le point de non-retour. Alors qu'Ismène essaye encore de la convaincre, Antigone lâche cette petite phrase, sans crier, presque comme une évidence. Trop tard. Le geste n'est pas un projet, ce n'est pas une menace en l'air, c'est déjà fait. Le piège de la tragédie vient de se refermer sur elle. Bon, maintenant, on change complètement de perspective. On quitte l'intimité des deux sœurs et on entre dans la salle du trône. La nouvelle de l'infraction arrive aux oreilles de Créon, mais pas comme un acte moral, non. Plutôt comme une faille dans le système, rapportée par un pauvre type qui est absolument terrorisé. Ce garde, Jonas, ce n'est pas un monstre. C'est une brute, nous dit Anouilh, mais c'est surtout un homme ordinaire qui est mort de trouille. Et c'est là toute l'ironie. Le pouvoir de Créon repose sur la peur qu'il inspire, et c'est cette même peur qui vient lui annoncer qu'on a osé le défier. Une peur panique de la sanction qui contraste tellement avec leurs préoccupations de quelques minutes plus tôt, quand ils ne pensaient qu'à la prime et au gueuleton qu'ils iraient faire chez la tordue. Avant même de pouvoir annoncer la nouvelle, le garde se perd en justification. Ce qui l'obsède, ce n'est pas le crime, non, c'est de sauver sa peau. Il faut que Créon sache bien que ce n'est pas de sa faute, que c'est le sort qu'il a désigné. C'est vraiment la terreur de la petite administration, la peur du chef dans toute sa splendeur. Créon, lui, c'est un homme d'État, un homme d'action. Il n'a pas de temps à perdre avec ses jérémiades. Sa question est directe, elle est tranchante. Elle coupe court aux excuses et, d'un coup, fait monter la tension. Le moment de vérité approche. Et voilà, le crime. Toute la tension retombe sur ces quelques mots. Seulement un peu de terre. Ce n'est pas une grande cérémonie, pas un acte spectaculaire. C'est un geste dérisoire, presque pathétique. Et c'est précisément ce décalage entre la fragilité du geste et l'énormité de la sanction qui est au cœur de toute la tragédie. L'enquête, si on peut dire, commence. Et le seul indice qu'on trouve sur place est encore plus déroutant. C'est un objet qui va complètement, mais alors complètement, fausser l'interprétation de Créon. La toute première réaction de Créon, c'est la colère, l'incrédulité. Pour lui, c'est évident. Un tel défi ne peut être qu'un acte politique. Il imagine tout de suite une conspiration, il cherche un adversaire à sa mesure, il ne peut pas envisager une seule seconde qu'il s'agisse d'un acte personnel, d'un acte moral. Et voici l'arme du crime. La description est juste géniale. Une petite pelle, vieille, rouillée. Un jouet d'enfant, l'objet de l'innocence par excellence, à des années-lumière de l'idée d'une rébellion politique. Cet objet, en fait, il symbolise la nature même du geste d'Antigone, un acte qui vient du cœur, pas d'un calcul politique. Et là, on a la preuve de la paranoïa du pouvoir. Créon est tellement enfermé dans sa logique politique qu'il ne voit pas du tout l'évidence. Au contraire, il surinterprète. Pour lui, cette pelle, c'est une mise en scène. C'est un coup de com' de ses ennemis pour le déstabiliser. Il est complètement aveugle à la vérité qui est juste sous son nez. À partir de ce moment précis, à partir de cette méprise fondamentale de Créon, eh bien plus aucun retour en arrière n'est possible. Tous les personnages sont maintenant pris dans un engrenage qui les dépasse complètement. La machine est lancée. La réponse de Créon est immédiate, et elle est brutale. Il ne cherche pas la justice, il cherche à contenir la crise. Le plus important, c'est d'étouffer l'affaire.
La machine de l'État se met donc en marche pour faire disparaître le geste d'Antigone. Et ça va lui permettre d'y retourner une seconde fois, d'être surprise en plein acte, en plein midi, sous un soleil de plomb où l'air tremble comme de la gélatine. C'est à ce moment-là que le chœur intervient pour nous donner la clé de lecture. L'image est vraiment puissante. Un ressort a été tendu. Le petit geste d'Antigone, c'était juste le petit coup de pouce initial. Maintenant, la mécanique tragique va se dérouler jusqu'au bout, implacablement. Et c'est là que le cœur nous explique ce qu'est la tragédie pour Anouilh. Ce n'est pas un drame où il y a de l'espoir, des gentils et des méchants. Non, dans la tragédie, tout le monde est à la fois innocent et coupable. C'est une mécanique parfaite où l'on est pris au piège sans aucune issue. Et puis il y a cette idée assez provocatrice, c'est reposant. Reposant pourquoi? Parce que s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus à se débattre. Il ne reste plus qu'à être soi-même, jusqu'au bout. Alors que la machine est enclenchée, une question demeure immense. Antigone a-t-elle vraiment choisi son destin en jetant cette poignée de terre sur son frère? Ou bien n'a-t-elle fait que jouer finalement un rôle qui lui était assigné depuis le tout début? C'est toute l'ambiguïté de cette pièce magistrale.